Bien le bonjour, ici Hello Bibio. Si je vous fais cette vidéo, du coup c'est pour vous parler des dernières lectures que j'ai faites. Et on va commencer très fort puisque là j'ai dégagé quelque chose de très important dans ma vie. De ma palle, ça y est, j'ai lu la fin de Fairy Tail. Franchement, j'ai pris un dimanche, j'ai pris les 8, je me les suis enchaînés les uns derrière les autres. Voilà, parce que très clairement là on est avec le boss final, on a envie de savoir la fin, on a révélation sur révélation, il y en a un que j'avais vu arriver mais que j'étais en mode mais non, vous pouvez pas faire ça. Sur Erza, on apprend ses origines et j'étais en mode oh non, c'est trop gros là. Donc voilà, je sais pas quoi vous dire à part que si vous connaissez pas Fairy Tail, alors là vous avez pas toute la bande, je veux la bande. Est-ce que je vais avoir un tome où il y a toute la bande? Oui, voilà, le tome final, franchement. Donc voilà, on est sur cette guilde en fait et on va suivre à la base ce jeune homme et elle est où Lucie? Cette jeune fille. Cette jeune fille fait de la magie qu'on appelle des constellationnistes. En fait, elle a des clés pour ouvrir les zodiaques, la porte des esprits de chaque zodiaque et même elle a d'autres esprits qui ne sont pas forcément liés à l'astrologie. Mais voilà, cette jeune fille, eh bien, elle désire devenir autrice, elle s'est émancipée d'une famille, vous le verrez quand vous regarderez ou quand vous lirez Fairy Tail, pourquoi elle a voulu s'émanciper de cette famille et surtout, elle souhaite faire partie d'une guilde et donc elle va être à la recherche d'un mage qui pourrait la faire entrer dans Fairy Tail. Elle va rencontrer Natsu et eh bien, ils vont se lier d'amitié, elle va rentrer dans la guilde et là, on va partir sur un max d'épopées puisqu'après, évidemment, elle rencontre les autres personnages de la guilde avec qui elle tisse des liens plus ou moins forts, voire même très forts avec certains. Mon personnage préféré, vous voyez là, c'est Scarlett. C'est Erza que j'adore, je l'ai même tatoué sur mon bras. C'est un personnage que j'adore particulièrement. Avec, il est ouf, Grey juste là aussi. Ça a été un de mes crushs pendant très longtemps. Donc voilà, ce sont... En fait, ce que j'aime énormément dans Fairy Tail, c'est que, comme vous pouvez voir, il y a une multitude de personnages qui ont des caractéristiques très différentes. Lui, c'est tellement la tête brûlée qui ne réfléchit pas 5 minutes, mais un peu comme tout d'ailleurs les super-héros dans les films. C'est un énorme cœur en fait, il est là pour sa famille, un peu comme dans My Hero Academia, comme dans One Piece ou comme dans Naruto en fait. C'est très clairement le gars qui fonce sans réfléchir, mais qui a un cœur en or. Ensuite, on a celle qui est très clairement là pour, pour les mecs, c'est un peu la fanboy. C'est la fille à la forte poitrine qui... Elle est pas débile, très clairement, Lucie, non, elle n'est pas du tout débile, mais... c'est pas celle qui sert le plus l'intrigue. À l'inverse de Erza, qui elle est la femme, très clairement la femme forte, qui est toujours en armure d'ailleurs, c'est la boss, hein, très clairement. Ensuite, on a donc ici le maître Makarov, qui est tout petit de taille, mais comme justement c'est un ancien, c'est un maître qui a des pouvoirs énormes et qui a surtout une autorité sur toute cette bande de rigolos. Et évidemment, on a plein d'autres personnages comme Wendy, qui est une jeune fille, mais qui a des pouvoirs de guérison. On a Ruby, qui elle a des pouvoirs plutôt... comment dire ça, d'érudisme. On a à côté un chasseur de dragons d'acier, lui c'est un chasseur de dragons de feu. Grey que je vous ai présenté, c'est un mage de glace. Jubia c'est une mage de l'eau. Enfin bref, ils ont tous des caractéristiques différentes, avec des pouvoirs différents et des personnalités très différentes aussi, et des relations qui se tissent les uns entre les autres, génial. Et d'ailleurs à la fin, c'est un peu mon regret, c'est que justement, on a un petit moment, un petit chapitre où il y a quelqu'un qui dit et qui tisse les rumeurs comme quoi il y aurait des couples entre une telle et une telle, un couple entre une telle et une telle. Et le problème justement que je trouve, c'est que ça va pas au fond des choses. Il y a des couples qu'on voit qui aboutissent et on est en mode enfin yes. Mais il y en a d'autres où ça n'aboutit pas et j'avoue que ça franchement... ça m'a laissé un petit peu beaucoup sur ma faim. J'étais en mode, attendez, je me suis tapé parce que moi à la base je regardais les animés quand j'étais plus jeune et donc là j'ai voulu en finir parce que je sais que le problème avec les animés c'est qu'ils rajoutent des choses qui ne sont pas forcément dans le manga originel, mais vu qu'ils ont tendance à rattraper le manga avant que le manga soit fini, ils rajoutent énormément de choses qui font qu'on se retrouve avec des 500 épisodes alors que par exemple il y a que 100 mangas, donc il n'y avait pas besoin d'en faire 500 épisodes. Je vous donne un exemple, hein, c'est pas le cas, mais voilà, pour vous compreniez que ça va beaucoup plus vite de lire les bouquins que de regarder l'animé. Mais quand j'étais jeune, je n'aimais pas forcément lire, donc j'ai regardé les animés, et là, pour en finir enfin, sans me retaper toutes les saisons et tous les épisodes qui me restent à regarder, du coup j'ai fini. Et j'en suis très contente. La fin, bon, voilà... c'est une fin, mais comme je vous dis, l'épilogue, entre guillemets, après, pour nous parler des relations qui sont entre les autres, ben, j'étais en mode
mais moi j'aurais voulu qu'on me dise enfin, tu vois, c'est bon là, ça fait 63 tomes qu'on attend que les autres y concluent, j'aimerais bien les voir conclure. Donc voilà, j'ai bien aimé, évidemment c'est une de mes sagas chouchoutes et donc je suis très contente de l'avoir terminée, bien que ça se finit pas vraiment puisqu'on nous annonce très clairement qu'il va y avoir une nouvelle quête. Alors je crois pas qu'on l'a à la médiathèque, donc je pense pas que je vais l'emprunter et que j'irai lire la suite. Si je tombe dessus, évidemment que ce sera avec un grand plaisir que je suivrai la suite. Pour un peu mes couples vont enfin conclure, ça serait bien quand même, mais voilà, donc j'ai adoré. Si vous connaissez pas Fairy Tail, c'est quand même un grand classique, donc je vous le conseille fortement. Donc là, je suis assez contente dans mes objectifs. Donc l'année dernière, j'ai fini Naruto. Cette année, j'ai fini Fairy Tail. Il y a peut-être moyen que je me mette à One Piece. Ouais, je sais pas. Je suis encore en hésitation avec moi-même, mais voilà, très contente, c'est bon, c'est fini, je vais pouvoir le rendre à la médiathèque. J'ai eu un petit moment de down parce que, eh bien, nous sommes dans ma période menstruelle, donc j'ai lu énormément de graphiques dont je vais vous parler. Déjà, une lecture qui n'était pas prévue à la base, mais comme je l'ai acheté très récemment avec Cynthia, je me suis dit, je vais vite la lire pour vite la dégager. J'ai lu les 2 tomes, du coup, que j'ai acheté de Gilgamesh. Du coup, ça ressemble un peu à un webtoon, mais je ne l'ai pas vu passer, donc là, on a le tome 1 et là, on a le tome 2. Ça ressemble aussi beaucoup à To Your Eternity, un manga que j'ai déjà lu. C'est l'histoire de cet homme, on ne sait pas trop c'est quoi son nom, mais de même principe que To Your Eternity, c'est un immortel en gros. Ça va pas être un vampire ou quelque chose comme ça, mais ça va être comme une espèce de dieu, sauf qu'il a un corps et à chaque fois qu'on essaie de le tuer, en fait, il ressuscite, il ne peut pas mourir. Ça fait des milliers d'années qu'il est sur la Terre et eh bien, il a connu les dinosaures, il a connu toutes les périodes de l'histoire, mais il ne peut pas mourir. Par contre, il a un souci, c'est que il a justement, à force d'emmagasiner plein de souvenirs, eh bien, il a mis des espèces de verrous et il a stocké des souvenirs dans sa mémoire, histoire que tout ne l'assaille pas, en fait. Et du coup, là, il va rencontrer une jeune femme, celle-ci, qui a un problème, qui a une maladie, mais c'est une maladie, elle est maudite, en gros, c'est un truc, un mélange entre une maladie et une malédiction, j'ai pas trop compris le délire, mais bref. Et donc, du coup, il s'est dit qu'il devait retrouver tous ses souvenirs qui parlaient de médecine pour pouvoir l'aider à s'en sortir, cette jeune femme. Et dans le tome 2, du coup, on continue leur aventure et on rencontre ce 3e larron et encore un autre personnage, mais qui lui est plus un antagoniste. Donc voilà, c'est franchement un webtoon un peu comme les autres, on va dire. On rencontre les personnages, on apprend à les découvrir. Elle, c'est une jeune femme à la base qui est apprentie chevalier, mais qui va justement être dégagée de son apprentissage à cause de sa malédiction. Et parce qu'en plus, elle, c'est une vraie gloutonne. Elle mange 3 fois son poids. Enfin bref, elle est assez brusque. Donc du coup, elle est virée et elle va rencontrer cet homme et ils vont faire un bout de chemin ensemble pour la soigner. Voilà, c'est tout. C'est pas ouf. Donc comme vous pouvez le comprendre à mon ton, je l'ai lu, mais sans grande conviction. Franchement, c'est pas un coup de cœur et je pense d'ailleurs que je vais sûrement me séparer. Je vais sûrement les revendre. Je sais pas si ce sera sur Vinted ou la bourse aux livres ou peu importe quel truc, mais je pense que je vais m'en débarrasser. C'est pas mauvais, hein, mais j'ai pas été transportée au point de les garder. Donc, j'ai aussi lu Le Palais des Assassins, qui, comme vous pouvez le voir à sa couverture, fait beaucoup penser au Carnet de l'apothicaire. Et quand je vais vous en parler, vous allez voir qu'en effet, on est vraiment dans cette vibe-là. On est sur l'histoire alors de cette jeune fille que j'avais pas tout compris au début de son histoire. Donc maintenant que j'ai lu, je comprends un peu mieux. En fait, cette jeune fille est la fille du plus grand tueur alors c'est pas le Japon, mais si c'est le Japon, je crois. Voilà, c'est le plus grand tueur du pays, c'est l'assassin par excellence que tout le monde connaît. Voilà, rien que son nom, tout le monde est effrayé par son nom. Mais cette jeune femme, un jour, va être envoyée dans la cour impériale, donc l'espèce de harem qu'il y a pour l'empereur, et elle va se rendre compte qu'elle n'arrive pas à se faire d'amis, et que du coup, à cause justement de la réputation de son père, tout le monde a peur d'elle aussi, eh bien elle va rentrer dans cette cour pour essayer de incognito se faire des copines, mais ça va pas exactement se passer comme prévu. Et un jour, eh bien, le jeune empereur qui a à peu près son âge, je crois, va lui donner son parapluie puisqu'il pleut et visiblement elle est seule en train de pleurer, et donc du coup il donne son parapluie pour que voilà, pour la protéger, et il repart. Et donc pour ce geste de bonté, elle va décider que eh bien cet empereur ne mérite pas de mourir parce que c'est un jeune héritier, mais c'est surtout qu'il y a plein de concubines de son père, de son frère et tout ça, qui elles aussi voudraient placer leur enfant. Enfin bref, il y a plein de complots politiques, nanani, nanana. Donc elle décide que eh bien elle sera derrière lui, et que tous les complots qui seront contre ce jeune homme, eh bien elle essaiera de faire en sorte de les contrecarrer. Et du coup, eh bien sans le faire exprès,
elle va jouer exactement le jeu que son père voulait pour elle en fait. Elle va être sa mini-espionne à l'intérieur. Voilà. Dès qu'elle verra un complot contre l'empereur, sans s'en rendre compte, elle va tout faire pour le défaire. Et donc du coup, son père va être très content parce qu'il se rend compte que sans qu'il n'ait besoin rien de lui dire, tout ce qu'il lui a appris lui sert. Et du coup, elle va être vraiment un atout majeur dans cette cour qui est franchement à base d'intrigues, de complots, de machins, de trucs. Tout le monde veut tuer tout le monde. Donc ça a une grosse vibe, les carnets de l'apothicaire, mais c'est quand même un peu plus gore, un peu plus sanglant. Voilà, c'est cool, mais je vais continuer, je pense, parce que justement, comme je vous dis, on est dans cette même vibes, même si c'est alors beaucoup moins chou et beaucoup moins romantique hein, que dans les carnets de l'apothicaire, mais on est quand même dans ce même délire là, donc je suis très contente. Alors là, on est sur du webtoon, hein. Father, I Don't Want This Marriage, j'ai très hâte de lire le tome 2 et de lire les autres tomes, parce que là, voilà, on est sur l'histoire de cette jeune femme qui a... en fait, elle va remonter le temps puisqu'elle a loué une relation avec le prince héritier du royaume, de l'empire, je sais pas trop. Mais celui-ci va la rejeter et va en préférer une autre. Et quand cette favorite va se retrouver empoisonnée, elle va être évidemment désignée comme l'empoisonneuse puisque cette favorite lui a volé son futur compagnon. Mais ce n'était pas elle, et son père, du coup, pour prouver son allégeance, va du coup condamner sa propre fille à la mort. Et quand elle va mourir, eh bien, elle va décider... si elle pouvait en fait de remonter le temps, qu'elle changerait énormément de choses et de ses choix. Et c'est ce qui va se passer quand elle va remonter dans le temps. Eh bien, ça va pas se passer exactement comme prévu, parce que le premier truc qu'elle va faire, c'est qu'elle va nexter son fiancé. Du coup, elle lui dire écoute, notre relation elle est pas si bien que ça finalement, je préfère qu'on se sépare. Alors lui, il comprend pas sur le coup, il croit que c'est juste une manigance de sa part, parce qu'à la base c'était une vraie peste dans l'histoire, et c'est aussi une histoire de réincarnation. On a les deux trucs du webtoon, là on a la réincarnation, une fille de notre monde qui s'est réincarnée dans un, je sais pas si c'est un livre ou un truc, enfin une histoire, et puis on a le truc de remonter dans le temps. Donc voilà, il y a ces deux trucs là, et du coup, eh bien, quand elle est remontée dans le temps, elle va nexter son fiancé, mais lui ne la voit pas comme ça, puisqu'il la voit encore comme l'image qu'il en a d'elle, de la méchante qui faisait tout justement pour avoir son attention à lui, et qu'il aimait bien, puisque je pense qu'il a un sérieux problème, ce gars de pervers narcissique de ouf. Donc voilà. Mais c'est sans compter que là, il comprend pas que du coup la nouvelle personnalité de la meuf, et qui fait qu'elle est désintéressée totalement de lui, parce qu'elle sait que si elle continue une histoire avec lui, ça va mal se finir pour elle. Donc là, elle veut tout faire pour changer son destin. Et elle va essayer aussi de tisser un lien avec son père, qui sait qu'il est très froid et qui ne l'aime pas, puisque dans son ancienne vie, il l'a carrément emmené à l'échafaud. Et elle va aussi rencontrer ce jeune homme qui est le disciple de son père, du coup, puisque son père est en gros le chevalier, le meilleur chevalier du son royaume. Et lui ne comprend pas pourquoi cet homme qui est si fort garde cette faiblesse, puisque en gros, si j'ai bien tout compris de l'histoire, eh bien cet homme pourrait renverser l'empereur qui est méchant, mais ne le fait pas, puisqu'en gros l'empereur menace de s'en prendre à sa fille. Et donc le disciple, qui en a marre que son mentor se fasse marcher dessus à cause de cette jeune femme, décide que si c'est sa faiblesse, autant l'éliminer. Et donc il va vouloir l'éliminer, mais il va tomber sur son charme, j'en suis sûre. Là pour le moment on n'y est pas du tout parce qu'on est qu'au premier tome, mais là clairement... on est content parce qu'on commence déjà à avoir l'intérêt amoureux. Par contre, j'espère que ça va pas durer 3 plombes, parce qu'on n'a pas que ça à foutre, ok? Donc voilà, j'ai énormément aimé l'intrigue, parce que c'est une intrigue qu'on retrouve dans les webtoons, qui passe très bien et qui te fait vraiment un patch-turner. T'as envie de voir justement les réactions des personnages, vu comment elles changent de comportement, qu'est-ce que ça va changer par rapport à son histoire, et à ses destinées aussi. Donc c'est très cool et j'aime beaucoup. Les graphismes en plus sont très beaux. Voilà, on est sur des illustrations très léchées à chaque fois, que j'aime beaucoup. Donc je suis très contente. Et en plus, vu qu'on a plusieurs petits points de vue, on se rend compte que ce qu'elle nous dit au début n'est pas forcément la réalité. C'est juste qu'elle a sa vision, elle a son point de vue. Mais quand on se rend compte de certains personnages, quand ils parlent en dehors de ce qu'elle voit, on se rend compte qu'en fait elle n'a pas tout compris, mais c'est pas grave. On est très content quand même. J'ai aussi lu Vampire Night, du coup, que j'ai reçu en Perfect Collection Edition, je sais pas comment ça se dit. Du coup c'est 2 tomes en 1 si je me trompe pas, donc là je crois que les tomes 1 et tome 2, parce que c'est quand même un gros par rapport à un manga lambda. On est sur l'histoire de cette jeune fille qui est la fille adoptive d'un directeur qui a une académie assez particulière, puisque c'est une académie où en fait tu as le jour les humains qui sont dans l'académie, et la nuit tu as les vampires, sauf que personne ne connaît l'existence des vampires. Donc il y a 2 classes, la day class et la night class.
le pavillon du soleil, donc les humains, et le pavillon de la lune, sauf que en gros, les humains ils considèrent que le pavillon de la lune ils sont beaux, intelligents, c'est des stars et tout, voilà. En gros c'est l'élite, et que c'est un peu la basse classe, alors que c'est pas ça en fait, la réalité c'est que c'est des humains et les autres sont des vampires. Et donc du coup, cette jeune femme qui est la fille adoptive du directeur, et lui, Zéro, qui est le fils adoptif, mais c'est pas vraiment le fils adoptif, voilà, c'est juste son corps qui l'a recueilli, mais elle aussi d'ailleurs, elle a été recueillie par ce directeur. Et donc du coup ces deux-là sont les deux à connaître le secret et donc deviennent le gardien en fait. C'est bien eux qui font la différence entre les deux classes en fait. Quand il y a le switch le soir, pour que les gens de la journée rentrent dans le pavillon de soleil et que les vampires de la nuit rentrent dans l'académie, voilà, et bien c'est eux qui font en sorte que voilà, les deux populations ne se croisent, mais voilà, il n'y a pas de vampires qui croquent dans le cou d'une élève, quoi. Entre guillemets, c'est ça. Donc c'est assez folklore, puisque du coup, ils sont à leur cours le jour, mais ils sont fatigués, et puis ils font la surveillance la nuit, donc voilà, en fait, ils dorment jamais, ces gamins. Tu m'étonnes qu'ils dorment pendant les classes, parce que c'est pas vivable comme situation. Je comprends pas le concept du père, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Et on a cette jeune fille, du coup, qui a un sentiment de redevance envers Kaname, qui est du coup un des vampires de la night class, puisqu'il y a 10 ans, en fait, elle a été attaquée par un vampire sauvage, et c'est lui qui l'a sauvée, et qui l'a amenée au directeur pour qu'il s'occupe d'elle. Donc, elle a une sens de... Elle a un devoir, un peu de... Voilà. Elle lui doit, pour elle... c'est son sauveur, quoi. Donc elle a une vraie admiration pour ce type, alors que lui, à l'inverse, Zéro, c'est un enfant de chasseur de vampires, donc il connaît les vampires, et les vampires vont tuer sa famille, donc il les déteste tout simplement, les vampires. Et voilà, on a très clairement un triangle amoureux entre ces trois-là. Bon, pour le moment, on est loin encore, mais ayant vu le reste de la saga, voilà, je sais comment un peu tout ça va se passer. Et là, me remettre les débuts en tête, j'étais là en mode « Ah ouais, c'est vrai ça, j'avais oublié !» Donc voilà, très contente de cette relecture et de le cadeau que Cécile m'a fait. Et j'ai hâte maintenant de lire la suite. Ça va être ça le problème. Faut que je résiste à ne pas m'acheter la suite. Vous verrez le mois prochain si j'ai pas fait d'achat. Et comme on est au mois de mars, je vais essayer de tourner toutes mes lectures autour des femmes et des femmes badass et des femmes qui ont fait l'histoire ou même dans la fiction des femmes, que ce soit important dans l'histoire, le côté héroïne. Et eh bien voilà, j'avais cette lecture de prévue. Histoire de France au féminin, parce que voilà, c'est quelque chose qui me tient particulièrement. Le 8 mars, il y aura le Journée de la femme, donc voilà, je voulais tourner ce mois autour de ces genres de lectures-là. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai lu cette BD qui est très clairement un condensé historique de beaucoup de personnalités ou de faits qui se sont produits en France et qui parle du coup du droit ou de la régression des droits des femmes. J'ai beaucoup aimé. Il y a beaucoup d'informations que je ne connaissais pas, mais en revanche, il y en a aussi beaucoup que je connaissais déjà. Donc, c'est une lecture que je conseille pour ceux qui n'ont pas beaucoup de notions, mais moi, la plupart des notions, j'avoue que je les connaissais, à part certaines. Et pour moi, il y en a certaines qui sont fausses. Quand on commence au début, je suis pas très d'accord avec ce qui a été dit, parce qu'on remonte vraiment, en gros, à la préhistoire jusqu'à nos temps modernes. On passe vraiment par toutes les grandes figures de France qui ont eu lieu, en passant aussi par les plus petites qu'on ne sait pas, en nous expliquant, on n'a pas de traces de ce qu'elles ont fait, mais on s'imagine qu'elles sont comme ci, comme ça. Et moi, c'est ce qui me pose problème au tout début, en fait. C'est que quand on nous parle de la préhistoire, on nous dépeint encore eh bien, la vision de la femme qui fait les tâches les moins difficiles et l'homme qui part à la chasse. Alors que plusieurs personnes historiennes ont traité de fait que c'est bizarre parce que dans les peintures qu'on a retrouvées, il y a aussi bien des femmes et des hommes qui sont à la chasse et qu'on a retrouvé des sépultures avec des femmes qui avaient des armes avec elles qui sembleraient pourraient potentiellement être des guerrières aussi. Donc voilà, quand on se veut féministe mais qu'on fait pas attention à ce genre de détails, eh bien voilà, ça m'a chagriné un petit peu au tout début, sinon tout le reste je suis totalement d'accord et contente de l'avoir lu. Mais moi c'était mon petit point de désagrément, c'est que la vision qu'on a donnée de la femme à cause de la bourgeoisie, entre guillemets, de la femme qui reste au coin du feu à faire des perles ou à faire des vêtements, nanana, à la préhistoire, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, mais on a de plus en plus de faisceaux de preuves qui nous disent que ben non, en fait, c'est peut-être pas vrai, c'est peut-être pas ça qui s'est passé, et que malheureusement, c'est la vision que la bourgeoisie avait à l'époque de la femme, et que du coup, quand ils ont fait leur recherche sur la préhistoire, ils l'ont transvasé leurs valeurs sur des choses qui n'étaient pas potentiellement vraies.
Donc voilà, j'ai juste ce petit bémol là à remettre dans le contexte, mais sinon tout le reste m'a énormément plu, j'ai appris des choses. Il y en a d'autres, comme je vous ai dit, que je savais déjà. Donc ouais, j'étais très contente. En gros, on a l'histoire d'une grand-mère et qui a deux petits-enfants, une fille et un garçon, et qui du coup retrace l'histoire des femmes et du coup ben, leurs avancées comme leurs régressions, parce que souvent c'est ce qui se passe dans les droits des femmes, c'est qu'à chaque fois qu'on a un minimum d'avancement de liberté, des mœurs ou voilà, de progrès, très rapidement il va y avoir n'importe quel élément déclencheur qui va produire qu'on va très vite régresser, on va nous opprimer, voilà. Donc c'est vraiment en dents de scie et cet ouvrage le montre très bien, donc je en étais très très contente. Mais voilà, comme je vous ai dit, j'ai juste un petit bémol à mettre au tout début, au niveau de la période préhistorique. Mais après ça, j'ai bien aimé et je conseillerais cette lecture évidemment. Et j'ai fini le mois de février avec un roman, et pas n'importe quel roman dont je ne vous ai pas encore parlé. J'ai lu Rebel University, tome 2. Ça y est, j'avance dans cette saga, enfin. Et en plus, c'était un qui faisait partie de ma pile à lire de l'année. Donc là aussi j'avance et c'est tant mieux parce que sinon je vais être à la bourre. Mais heureusement celui-là de... J'y fais pas gaffe, je prends les livres qui sont dans ma pile à lire du mois et j'oublie des fois que ma pile à lire du mois n'est pas forcément ma pile à lire du mois de l'année. Donc faudrait pas que... Voilà, je digresse trop. Mais Rebel University, pour ceux qui ne connaissent pas, on est sur l'histoire d'une coloc de 4 hockeyeurs et ces 4 hockeyeurs ont chacun un tome et on va découvrir du coup leur histoire d'amour. Dans le premier tome, on a Hunter et Harper, si je me trompe pas. Baby Ash et Big Ash. Donc je vous spoilerai pas, mais on est surtout autour de body positivisme et voilà. Et sur ce deuxième tome, on est sur Prince Griffin, qui est un jeune homme qui vient d'une famille très blindée, très clairement. Son père est un avocat, voilà, un homme d'affaires très influent et que du coup, il maîtrise sa famille d'une main de maître. Voilà, tout est dans les apparences, ils sont très froids entre eux, il n'y a pas vraiment d'amour, ils ne se connaissent pas plus que ça. Et son père lui a dit « Je suis avocat, tu seras avocat, point barre. » En fait, tu ne décides pas. Du coup, Griffin doit correspondre à un certain type de choses qui n'est absolument pas lui profondément. Et du coup, il profite du fait d'être à Rebel University avec une coloc que son père, du coup, lui paye et paye à ses colocataires, puisque c'est lui qui avance tous les frais. Et en échange, du coup, il passe son diplôme de droit comme son père veut qu'il devienne avocat comme lui, et ça lui laisse une certaine liberté puisqu'il est à Rebel University, il n'est pas à New York chez son père, donc il n'est pas obligé non plus de totalement correspondre, et c'est ce qu'il fait, du coup il s'amuse. Il y a énormément de graphiques, il a plein de figurines, il se maquille, il prend énormément soin de lui, enfin il a des choses qui font qu'il ne correspondent pas, voilà, il a toujours un trait d'eyeliner par exemple, doré, paillettes ou que sais-je, sur lui, et donc du coup ça casse un peu le stéréotype du beau gosse hockeyeur, et non, lui le gars, voilà, il assume totalement toutes les parts de son être, que ça soit masculine ou féminine, et c'est très cool à voir. Et à côté, on a Maeve qui est Maeve King. Alors lui, il s'appelle Prince Griffin et elle s'appelle Maeve King. C'est pour ça qu'on a The Prince to the King. Voilà, comment devenir du prince à un roi. Et je trouve le sous-titre génial parce que, eh bien, elle, Maeve, c'est une jeune femme qui est métisse et qui a un fort caractère puisqu'en fait, elle est justement dans une famille de hockeyeurs professionnels et voilà, elle vit avec des hommes et elle a l'habitude d'être brusquée, donc du coup, elle a ce même tempérament assez volcanique et voilà, elle se laisse pas marcher sur les pieds et elle déteste aussi justement le fait qu'on dise toujours que ce soit la fille de. Elle voudrait exister pour elle-même et du coup, elle est là à l'université pour devenir journaliste et c'est son kiff, elle aime énormément faire de la photo. Vu que les hockeyeurs eh bien, sont allés très haut dans le championnat, bien plus loin que d'habitude, ils sont au quart de finale, eh bien, ils vont devoir faire toute une page, tout un journal sur eux, et donc elle va devoir faire un article que sur Griffin, mais malheureusement entre deux, ils ne s'entendent pas du tout, puisque en début d'année, ils ont essayé de coucher ensemble, mais malheureusement, quand ils ont couché ensemble, ça a pété le frein à Griffin, du coup il a fini aux urgences avec son sexe en sang, et très clairement, eh bien ça leur a cassé le cou, et depuis, ils s'envoient des pics et ils se détestent parce qu'ils considèrent que l'un et l'autre, c'est le pire coup de l'autre en fait, que l'autre a failli le tuer, et que, enfin voilà, bref, les deux sont un chien et un chat, et franchement, leur relation qui va se nouer, c'est un peu un enemies to lovers, mais pas vraiment, parce qu'on est vraiment plus dans un friends to lovers, mais un friends, voilà quoi, c'est chien et chat qui aiment bien châtier bien, très clairement. Jusqu'à un moment où ça va aller trop loin et du coup justement les deux vont s'ouvrir et ça va être assez cool. J'ai beaucoup rigolé parce qu'au début on a une petite dédicace de l'autrice qui dit le chapitre 16, voilà c'est cadeau. Et mais moi c'est pas celui-là que j'ai le plus aimé, pour ceux qui l'ont lu je comprends pourquoi vous l'avez aimé, c'est un classique hein. Mais non, moi j'ai plus aimé, je crois que c'est le 22.
Voilà, le moment où il y a la réunion avec les Kings. Mais ça c'était génial. Et la résolution aussi que j'ai bien aimée, que je trouvais plus réaliste que dans le premier tome. Je trouve que la résolution se fait un peu trop... voilà, franchement, dans celle-ci, je la trouve plus réaliste. Les deux font un pas vers l'autre et j'ai bien aimé. Et j'en suis très contente. Et puis que dire que Prince, franchement, cœur quoi. C'est franchement un book boyfriend par excellence. J'aimais bien Hunter, mais franchement, Prince, c'est un level au-dessus. Et j'ai l'impression que Cade va encore être un level au-dessus. Pour le moment, Cade ne me plaît pas trop. Je préfère Prince. Mais après, je me dis, c'est parce que j'ai peut-être pas encore lu l'histoire. Parce que, vu la vibe que m'envoie Cade, pour le moment, ça me plaît pas trop cet archétype-là. Mais tout le monde dit que c'est le book boyfriend par excellence. Après, il y a Zeke qui, là va m'intéresser grandement. Pas pour moi, parce que j'ai bien compris que ça sera une romance MM, mais quand même, on adore les romances MM. Mais bref, tout ça pour vous dire que j'ai adoré et que je conseille. Si vous voulez lire une romance en rigolant, en vous prenant pas la tête, franchement, c'est une romance géniale. Les deux personnages sont très bien et franchement, ils sont modernes. Tout ce qu'on aime, justement, les clichés ou les préjugés que l'un a envers l'autre sont justes, en fait. Et je peux rien dire d'autre que je le recommande, c'est une très bonne lecture. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. Puis si vous souhaitez parler avec moi des livres dont j'ai parlé dans cette vidéo, il n'y a pas de souci, il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. Si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Moi j'espère que tout va bien pour vous et je vous fais de très gros bisous.